Mémoire. La mémoire est l'ensemble des mécanismes psychologiques et neurobiologiques qui permettent le stockage et la récupération des informations. La mémoire n'est évidemment pas indépendante d'autres processus, en particulier de l'attention et de la perception, pour les processus de codage et d'élaboration qui précèdent le stockage, du langage ou de l'intelligence pour certains domaines, langage, intelligence cristallisée. C'est donc parfois par convention plus ou moins arbitraire ou pour des raisons didactiques que certaines fonctions sont séparées. Forme de mémoire et niveau de traitement. Forme de mémoire. Depuis l'Antiquité où elle suscitait déjà un intérêt, la mémoire a été vue selon des conceptions très variées, allant de conceptions unitaires à des conceptions multiples. Déjà au 5e siècle, Saint Augustin avait la présence de mémoires multiples, en particulier de mémoires abstraites qui dépassaient les mémoires sensorielles. À l'extrême opposé, le behaviorisme, à partir de 1920 environ, à la suite des philosophes associationnistes anglais, a ramené la mémoire à un grand réseau d'associations entre stimulus et réponse, ou entre représentations immédiates pour les néo-behavioristes. À l'inverse, à la suite de la découverte d'amnésie, partielle ou sélective, en neurologie, certains neurologues et psychologues de la fin du XIXe siècle développaient, notamment en France, une théorie des mémoires partielles, mémoire visuelle, auditive, olfactive, motrice, etc. Ribon 1893 notamment. Dans la mouvance de l'essor considérable de la cybernétique, puis de l'informatique après les années 50, la mémoire est de nouveau conçue de façon dominante comme multiple et on assiste à une efflorescence de termes, mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail, mémoire fichier, mémoire sensorielle, mémoire iconique, mémoire lexicale, mémoire sémantique, mémoire épisodique, mémoire autobiographique, mémoire déclarative et procédurale, et cette liste n'est pas exhaustive. Niveau de traitement. La première distinction est celle de Nobel Wiener 1948. L'initiateur de la cybernétique entre une mémoire vive et une mémoire permanente, qui est devenue chez les psychologues la célèbre distinction entre la mémoire à court terme et mémoire à long terme. Cependant, le développement des recherches à partir des années 60 a vite montré que les choses étaient beaucoup plus complexes et qu'il existait des mémoires liées à des codes spécifiques, par exemple une mémoire sensorielle, visuelle ou iconique. Découverte par George Sperling de la compagnie des téléphones Bell, une mémoire auditive à court terme, etc. En réalité, la grande variété des mémoires correspond pour une part au fait contre la réception des stimuli physiques par les organes des sens, œil, oreille, etc. Le rappel des informations existe un grand nombre d'étapes de codage d'informations dont certaines sont celles de la perception. Par exemple, pour retenir un mot, il faudra la rétine de l'œil, le thalamus et le cortex occipital primaire. Puis les couleurs et les formes sont analysées, etc. Il existe certainement des systèmes spécialisés de reconnaissance graphique de certaines formes qui, après des années d'apprentissage, forment les lettres, ainsi bien qu'ayant un appareil visuel à parfait état de marche. Nous serions évidemment incapables de mémoriser ne serait-ce que 3 mots écrits en kinande. De même, des recherches en psychologie ou neurologie de l'audition montrent une grande variété d'étapes susceptibles dans l'analyse des sons. Il semble que l'hémisphère droit, non dominant, analyse tout d'abord les sons de manière globale, holistique. Puis ce sont les aires auditives de l'hémisphère gauche dominant qui extrait la fondamentale est l'onde sonore la plus interne d'un son qui définit sa fréquence de base. Les autres ondes sont des harmoniques.
Liori 1990 l'audition, qui serviront à reconnaître la phonologie des mots entendus. Pour l'essentiel, on peut distinguer trois niveaux d'élaboration de l'information. Les codes sensoriels, le code lexical et imagé, et un code conceptuel, très abstrait, et probablement composite lui aussi. Le code sémantique. Enfin, les données neuropsychologiques laissent penser que la mémoire porte sur les représentations mentales, mots, images, visages, et un fonctionnement différent de la mémoire, des apprentissages moteurs et des savoir-faire. Le neuropsychologue Ray Squire, 1986, a proposé de classer ces deux grands groupes de mémoire sous les noms de mémoire déclarative et de mémoire procédurale. Voyons tout d'abord les codes de la mémoire entendus au sens habituel, la mémoire déclarative. Code des modules de mémoire. Les processus de la mémoire peuvent être classés par le code étant le type d'organisation de l'information à un niveau donné. Pensez au code numérique du disque laser qui permet de transcrire des sons en suite de chiffres. Un module est considéré comme un système relativement homogène, caractérisé avant tout par son code iconique, lexical, etc., mais aussi par la durée de stockage de l'information, par sa capacité, etc. Un module, c'est une sous-mémoire spécialisée. Comme nous choisissons une classification en fonction des codes, le terme de code ou de mémoire pour spécifier un niveau modulaire sera ici interchangeable. On pourra ainsi parler de code sensoriel, visuel ou de mémoire iconique. Apprentissage et mémoire. Apprentissage. Processus entraînant la modification parfois importante et relativement durable d'un comportement suite à la pratique ou à l'expérience effectuée par l'organisme. Modification systématique de conduite en cas de répétition d'une même situation. Type d'apprentissage. Il existe trois sortes définies par le niveau d'implication de l'organisme. Apprentissage des comportements répondants, apprentissage des comportements opérants, apprentissage social, apprentissage cognitif. Apprentissage des comportements répondants. Le comportement répondant est un comportement où la réponse d'un organisme est déclenchée par une stimulus spécifique. Il peut être acquis grâce au conditionnement. Sorte. Habituation, sensibilisation, un réflexe conditionné. Habitation. Accoutumance et sensibilisation. Apprentissage primitif. Amenant l'organisme à réagir de façon relativement stable et permanente à des stimuli de façon répétitive. Apprentissage se traduisait par une diminution du pouvoir de déclenchement de l'attention de l'organisme, habituation, ou par une augmentation de ce pouvoir, sensibilisation. Habituation ou accoutumance, processus entraîné par la répétition ou la persistance d'une stimulation amenant l'organisme à diminuer ou faire disparaître le comportement provoqué, normalement par cette stimulation. Exemple, à force d'étudier avec le bruit de la musique, on finit par s'habituer. Sensibilisation, processus par lequel une stimulation n'entraînant généralement aucune réponse acquiert par sa répétition ou persistance le pouvoir de déclencher le comportement ou d'activer de façon croissante l'organisme. Exemple, le vol répété d'une mouche dont la chambre finit par agacer. Réflexe conditionné, conditionnement classique ou pavlovien. À la naissance existent les réflexes naturels ou inconditionnels, c'est-à-dire des réponses fixées génétiquement et déclenchées sans condition préalable par une stimulation spécifique appelée stimulus inconditionnel ou naturel. Exemple, une sonnerie violente provoque un sursaut. La vue de la nourriture provoque la salivation. Un choc électrique provoque le retrait de la main. Lorsqu'on associe un stimulus neutre n'ayant aucun lien avec un réflexe inconditionnel avec un stimulus spécifique à ce réflexe, on peut rendre ce stimulus neutre capable de déclencher ce réflexe. Dans ce cas, on parle de réflexe conditionnel. Le réflexe conditionnel ou réponse conditionnelle est donc un réflexe déclenché par un stimulus neutre ou au départ.
mais associé ultérieurement à un stimulus inconditionnel. Cette découverte a été faite par le psychologue russe Pavlov, par l'association d'un son de cloche et de la viande produisant de la salivation chez l'animal. La suppression prolongée de l'association du stimulus neutre avec le stimulus naturel entraîne l'extinction de la réponse conditionnée. Apprentissage du comportement opérant. Le comportement opérant, comportement exigeant qu'une action soit préalablement opérée sur le milieu pour que les conséquences entraînées amènent l'organisme à la reproduire ou l'abandonner. Sorte l'apprentissage par essai et erreur, le conditionnement par façonnement, l'apprentissage par observation. Apprentissage par essai et erreur, Thorndike. C'est un apprentissage au cours duquel le nombre d'erreurs diminue au fur et à mesure que le nombre d'essais augmente. Il met l'accent sur le hasard. L'initiateur est Thorndike. 1890. Psychologue américain travaillant avec les animaux devant chercher à sortir des boîtes à problème en manœuvrant un levier au hasard permettant d'ouvrir la boîte et obtenir de la nourriture placée en dehors de la boîte. Deuxième conditionnement opérant ou par façonnement des comportements. Théorie de Skinner. La mise en place des comportements n'est pas le seul fait du hasard, mais le fruit d'une sélection effectuée suite à l'agent de renforcement appelé aussi renforçateur. Méthode. Technique de renforcement du comportement par approximation successive est égale à A. Programmer une série d'étapes entre le comportement de base, tel qu'exitant avec l'apprentissage, et la réponse terminale à faire émettre par l'organisme en forçant l'organisme progressivement et systématiquement chacune des séquences d'actions. Facette du processus de renforcement. Renforcement positif et renforcement négatif. Renforcement primaire et secondaire. Définition de quelques termes. Façonnement, technique consistant dans un conditionnement opérant à récompenser les réponses se rapprochant de plus en plus du comportement à acquérir afin d'augmenter les chances de le voir se reproduire. Renforcement. Opération consistant à ajouter ou à supprimer une stimulation à la suite d'un comportement que l'on veut faire acquérir afin d'augmenter ou diminuer des chances de la voir se reproduire. Renforcement positif. Renforcement obtenu par l'addition d'une stimulation d'un événement à la suite d'un comportement et qui diminue les chances de se produire de ce comportement. Renforcement négatif. Renforcement obtenu par la suppression d'une stimulation ou d'un événement à la suite d'un comportement dont on augmente les chances de se reproduire. Exemple, supprimer le choc électrique ou la punition après le comportement recherché. Renforcement négatif, renforcement obtenu par la suppression d'une simulation ou d'un événement à la suite d'un comportement dont on augmente les chances de se reproduire. Exemple, supprimer le choc électrique ou la punition après le comportement recherché. Renforcement primaire, renforcement obtenu par addition ou la suppression d'une stimulation interne inconditionnelle. Exemple, satisfaire la faim, la soif, le sommeil. Renforcement secondaire, satisfaction obtenue par association avec d'autres renforcements primaires ou non. Exemple, recevoir une médaille ou un salaire pour un travail fourni pour la satisfaction des besoins sociaux en consolidant l'estime de soi. Réaction réaliste. Renoncement. On renonce à une situation qui ne convient pas. On reconnaît qu'on se trouve devant un problème insoluble. Exemple, on préfère renoncer au mariage avec l'homme riche. Surmonter. L'obstacle par une réorganisation de la situation. Un même but peut être atteint en différentes façons. Exemple, on choisit épouser l'homme malgré sa brutalité. Le renforcement. De la tendance des capacités physiques et psychiques. Exemple, on met fin à l'embarras du choix en manifestant plus d'estime envers une fille. Réaction irréaliste. L'agressivité, sentiment de haine et d'hostilité, tendance à la revanche,
Anxiété, sentiment d'insécurité, de malaise généralisé. Réaction compensatoire. Ce sont des solutions de compensation ou de consolation entre les deux types de réactions précédentes. L'identification. Lorsqu'un individu ne parvient pas au but que lui a assigné ses tendances, il peut élargir son moi en y insérant une autre personne qui a plus de succès dans une activité similaire. Exemple, des parents qui ayant échoué dans la vie s'identifient à leurs enfants qui réussissent dans la vie. La fantaisie. Si la réalité ne permet pas d'atteindre le but, on peut se sauver par la fuite dans la fantaisie. On se crée un monde imaginaire ou abonde succès au couronnement d'efforts. L'amoindrissement. En cas d'échec, le sujet se console et retrouve son équilibre en diminuant la valeur de la réussite des autres. Eux aussi, se dit-il, n'ont réussi qu'à moitié et ont aussi connu des échecs malgré les apparences. La projection. Sujet attribue ses propres défauts à d'autres la réalisation de ses désirs. Exemple, l'étudiant qui interprète les égards, les remarques de ses professeurs comme étant des compliments. La rationalisation. Si nous avons agi par haine ou par lâcheté, nous chercherons à remplacer les motifs réels par des motifs fictifs grâce à une interprétation subjective de la réalité. Par exemple, un père de famille qui punit trop sévèrement ses enfants par manque de self-contrôle dit qu'il agit par le seul souci de les éduquer. Régression. Elle consiste à ramener dans une situation de frustration ses activités à un niveau inférieur et à répondre à un comportement qui autrefois a été couronné de succès. Exemple, quelqu'un qui ne parvient pas à attirer l'attention des autres simule une maladie, une indisposition. Refoulement, il est un mécanisme qui consiste à rejeter dans l'inconscient le besoin ou l'obstacle. L'inconscient, selon Freud, n'est pas l'oubli pur et simple. Quoique oublié ou nié, les tendances et la situation frustrante se maintiennent à un niveau inférieur d'activité. Sublimation. Elle est un mécanisme d'une grande valeur adaptative. Elle consiste à transporter et à orienter les pulsions inacceptables vers des buts utiles socialement. D'après les psychanalystes, la plupart des valeurs humaines, valeurs esthétiques, religieuses, sociales, trouvent leur source dans la sublimation. Exemple, l'agressivité est sublimée en esprit compétitif, la tendance à l'exploration est sublimée en curiosité scientifique. Les psychanalystes comparent la sublimation à l'action de l'ingénieur qui transforme l'énergie brute d'une chute d'eau dont le seul effet était l'érosion en courant électrique utilisé pour satisfaire les besoins matériels et spirituels de l'homme. Objet actuel de la psychologie. Actuellement, on considère que c'est le comportement qui fait l'objet de la psychologie. Mais il y a élargissement de la conception watsonienne du comportement qui ne concerne plus seulement le comportement extérieur observable, mais aussi le comportement intérieur et l'effet de conscience. Méthode en psychologie. Les degrés du savoir. Le savoir humain se distingue en savoir vulgaire auprès scientifique. Un savoir scientifique. Un savoir vulgaire auprès scientifique. Exemple, quand les nuages viennent de ce côté ici, il va pleuvoir. Quand l'eau du lac est tiède, il y aura des vagues. Un savoir scientifique, exemple, le principe d'Archimède. La différence entre le savoir scientifique et le savoir vulgaire est avant tout d'ordre formel. Le fait d'être systématisé ou non distingue les deux niveaux de savoir. De là découle l'importance de la méthode et de la méthodologie dans tout travail scientifique. Le savoir scientifique a les caractéristiques suivantes: la clarté,
l'exhaustivité, le fondement, la terminologie. La clarté, il donne une définition claire et précise de l'objet et de la méthode. L'exhaustivité, il doit être complet, ne pas s'intéresser seulement à ce qui est utile immédiatement, mais à tout ce qui peut étendre le savoir. Le fondement, c'est-à-dire que le savoir scientifique est planifié. Les observations et les notations sont précises et sont triées en vue d'atteindre le but envisagé. Ils devront donner naissance à des hypothèses qui seront soumises ultérieurement à la vérification. La terminologie. Le savoir scientifique est exprimé dans une terminologie adéquate, concept, terme précis. Méthode propre à la psychologie. L'introspection et l'extrospection. La dualité que représente l'objet de la psychologie, qu'il s'agisse d'étudier la conscience ou le comportement, implique qu'on établisse aussi une dualité au niveau de la méthode. On parle ainsi de l'introspection et de l'extrospection. L'introspection étudie les phénomènes intérieurs appréhendables par la conscience. L'extrospection porte sur les phénomènes extérieurs que nous pouvons saisir par les sens. Il s'agit donc de deux sortes d'observations qui peuvent relever soit d'une observation spontanée ou d'une observation expérimentale. L'introspection, elle consiste pour un sujet à tourner son attention vers sa vie intérieure. On dit que la conscience y observe la conscience. Avantage, c'est la seule méthode permettant de reconnaître directement la réalité psychique qui est la conscience. Les psychologues sont unanimes à reconnaître que le vrai sens du comportement ne se découvre que par une projection prenant son point de départ dans la vie intérieure du psychologue. C'est donc la véritable voie par laquelle le psychologue arrive à mieux interpréter les conduites des autres. Limites et défauts. L'introspection est subjective, c'est-à-dire son objet ne peut être observé directement que par le sujet lui-même, ce qui rend le contrôle de plusieurs observateurs impossible. L'introspection connaît des limites en psychologie de l'enfant. Il est difficile de demander à l'enfant de décrire ces états de conscience. En psychopathologie, une personne qui a des troubles mentaux peut difficilement s'observer. En psychologie animale, car les connaissances qu'elle permet ne peuvent être communiquées que par le langage, et même chez les personnes adultes normales, il faut noter qu'il y a subjectivité et relativité de l'expression verbale. On ne peut pas, en effet, prouver qu'une même expérience des deux individus correspond à un même état de conscience éprouvé. Appliquée par l'expérimentateur lui-même, la méthode n'est pas applicable quand il s'agit d'observer les émotions de grande intensité, peur, colère, etc. Dans la situation où l'objet qu'on observe accapare toute l'attention et empêche l'observation du phénomène psychique. Les résultats de l'introspection, description sont difficilement quantifiables. L'introspection est une méthode qualitative, plus philosophique que psychologique, sans rien négliger de l'aspect qualitatif qui est nécessaire dans l'interprétation de tout phénomène psychique. Le psychologue, en plus des données de sa propre conscience, est obligé de se référer aux analyses des autres sujets en se fiant à l'extrospection. L'extrospection, cette méthode consiste en l'observation extérieure des faits psychiques des autres personnes ou sujets que l'observateur lui-même. Elle recouvre dans le sens propre du concept d'observation. Avantage, elle garantit une plus grande objectivité. Les phénomènes externes peuvent être observés par plusieurs personnes. Elle a un champ d'application beaucoup plus vaste que l'introspection. Elle permet une plus grande précision dans l'observation, usage des instruments, tout en fournissant des données plus facilement mesurables. Limites et défauts. Cette méthode peut aussi souffrir d'équations personnelles, c'est-à-dire de subjectivité et de préjugés dans l'interprétation du phénomène observé. L'extrospection est incapable d'atteindre directement les phénomènes de conscience et recourt souvent à des analogies. Les phénomènes observés peuvent être inintelligibles ou ambigus. L'individu est sacrifié au profit du groupe. Malgré ces défauts, l'extrospection a beaucoup d'audience auprès des psychologues.
Les dangers des préjugés et de la confusion dans l'interprétation peuvent être facilement éliminés grâce à la répétition des observations. L'observation spontanée et l'observation expérimentale. Observation spontanée. Elle consiste à observer les phénomènes sans les avoir provoqués, d'observer les individus sans qu'ils ne s'en rendent compte dans leur milieu naturel. La plus connue de cette observation naturelle est ce qu'on appelle observation participante ou observation par participation, où le psychologue s'intègre dans le milieu naturel des sujets, prend part à leurs activités, essaie d'épouser leur point de vue pour comprendre leurs attitudes. Une autre forme d'observation spontanée est celle pratiquée dans les méthodes dites non réactives. Les méthodes non réactives sont un ensemble de procédés de récolte de données basées sur les pistes ou les traces qui traduisent une réalité quelconque qu'on veut étudier. Par exemple, l'entassement des poussières sur les objets d'une chambre indique que la chambre est restée longtemps inoccupée. L'observation expérimentale ou méthode expérimentale. Bien que la psychologie reste essentiellement une science d'observation, elle peut devenir une science expérimentale lorsqu'il est possible d'employer la démarche définie par Claude Bernard. Pour la médecine, formulation d'une hypothèse, puis vérification de cette hypothèse par l'observation des faits provoqués ou invoqués. La démarche la plus importante à ce niveau de la vérification des hypothèses est l'établissement d'un contrôle rigoureux de tous les facteurs considérés comme significatifs. Caractéristiques de la méthode expérimentale, la mesure, la répétition, le contrôle, les variables. La mesure exprime le degré avec lequel les termes et les concepts en considération sont précisément spécifiés. La mesure ne requiert pas nécessairement l'application des nombres, bien que l'usage des nombres soit souhaité comme indice de la finesse dans la mesure. Exemple, dire que quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 140 ou dire qu'il est très intelligent n'est pas la même chose. La répétition se réfère au fait qu'un événement arrive en principe toujours dans les mêmes conditions. De ce fait, elle ôte le doute. Par ailleurs, l'accord entre plusieurs observateurs est une qualité évidente d'une bonne observation. Le contrôle. C'est la méthode qui permet à l'observateur de réduire le nombre des facteurs qui pourraient influer sur le comportement à observer. Par exemple, si nous voulons savoir si la caféine a un effet sur l'intelligence, plusieurs facteurs ou variables peuvent jouer dans cette expérience, notamment le fait que le sujet sait que ce qu'on lui donne contient de la caféine, il pourrait modifier son comportement. Pour contrôler ce facteur, nous constituerons deux groupes de sujets ayant le même degré d'intelligence. À un premier groupe, nous donnons des comprimés noirs contenant effectivement de la caféine. À un second groupe, nous donnons également des comprimés noirs, mais de faux comprimés ne contenant qu'une farine sans effet. Un placebo. Au sujet de l'un et de l'autre groupe, nous ne disons rien ce qu'ils viennent de prendre. Quelques minutes après la prise, nous demandons aux deux groupes d'effectuer un travail intellectuel. Exemple, résoudre un problème. Dans cette expérience, le groupe qui a pris de vrais comprimés de caféine s'appelle le groupe expérimental. Le groupe qui a pris de faux comprimés est le groupe contrôle. Les variables. Dans une expérience, on peut avoir une ou plusieurs variables. Une variable est quelque chose qui change. C'est une condition qui en varie, entraîne un changement dans l'observation. Il existe trois sortes de variables. La variable indépendante, la variable intermédiaire et la variable dépendante. La variable indépendante, le stimulus ou la stimulation dans l'expérience de tout à l'heure, la caféine. La variation intermédiaire, les sujets de l'expérience. La variable dépendante, la réponse ou le résultat que l'on observe sur les sujets de l'expérience. On peut faire varier la variable indépendante ou intermédiaire pour observer les effets sur la variable dépendante. Représentation schématique. Faisons varier la variable indépendante en maintenant la variable intermédiaire constante. Représentation schématique.
Faisons varier la variable indépendante en maintenant la variable intermédiaire constante. Variable indépendante, comprimé de caféine. Variable intermédiaire, étudiant de premier graduat. Variable dépendante, bon résultat, effort mental soutenu. Variable indépendante, comprimé de caféine forte. Variable dépendante, très bon résultat, effort mental très soutenu. Variable indépendante, degré de caféine faible, résultat assez bon. Placebo, faut comprimer, variable dépendante, mauvais résultat, fatigue mentale. La perception extrasensorielle. La perception extrasensorielle est une perception en dehors des sens naturels. Elle regroupe trois types de phénomènes. La capacité de deviner les faits non disponibles au sens, ou clairvoyance. La capacité de capter une information connue d'une personne éloignée, dans l'espace, ou télépathie. La capacité de deviner un fait qui ne se produira que dans le futur, ou précognition. Pour plusieurs chercheurs, il s'agirait là non du pouvoir extraordinaire, mais plutôt de facultés normales, qui seraient latentes en chacun de nous. Contrairement à de nombreuses espèces animales, nous ne saurions pas ou ne voudrions pas les utiliser. Selon ces mêmes chercheurs, c'est surtout la peur qui empêcherait que de telles facultés puissent s'extérioriser et se développer en nous. Cela risquerait en effet de nous entraîner vers des domaines éloignés de la réalité extérieure et de l'adaptation à celle-ci vers laquelle nous fait tendre toute notre éducation. Niveau d'activité et état de conscience. Les niveaux d'activité. L'activité psychique peut se situer à des niveaux différents. Ainsi, on peut définir à ce sujet les comportements d'attention, d'effort et de volonté. L'attention, c'est la préparation et l'orientation de l'individu vers la perception d'un stimulus particulier. Cette préparation et cette orientation précédant toute perception. La réaction d'attente comporte quatre composantes. L'adaptation sensorielle, c'est-à-dire l'adaptation des muscles, des appareils récepteurs des sensibilités, par exemple des yeux vers l'objet à percevoir. L'adaptation posturale, c'est-à-dire la position générale, par exemple la position posturale immobile de l'athlète qui attend le coup de sifflet. L'augmentation de l'attention musculaire. L'adaptation du système nerveux central, cerveau. Variation de l'attention, on peut classer les sortes d'attention selon plusieurs optiques. Attention volontaire et attention involontaire. Attention concentrée et attention diffuse. Attention sélective. Attention volontaire et attention involontaire. On est en présence de l'attention involontaire lorsque nous sélectionnons un stimulus parce qu'il se détache comme objet de l'ensemble du champ perspective ou lorsque l'attention a une motivation inconsciente. On parle d'attention volontaire lorsqu'une motivation consciente détermine la réaction d'attente et la sélection de nos perceptions. Attention concentrée à attention diffuse. Selon le style d'attention, on peut distinguer les individus à attention concentrée, c'est-à-dire ayant une perception orientée vers les détails et une capacité de maintenir lentement d'attention sur un objet déterminé, style perspective analytique. En outre, les individus à attention diffuse ont une perception synthétique et une attention flottante et fluctuante, style perspective globaliste. Attention sélective. Notre capacité d'attention se trouve limitée par la sélection constante qu'opère notre cerveau. Il existerait ainsi à ce niveau un filtre qui diminue notre capacité de capter les informations en provenance de sources différentes. Il y a une sélection qui s'opère parmi ces informations. On distingue les déterminants du milieu et ceux liés au sujet lui-même. Parmi les facteurs du milieu, on mentionne ceux qui attirent l'attention, perception visuelle,
et ceux qui maintiennent l'attention motivation. Dans ce cas, l'attention peut être attirée par la nouveauté, la complexité, l'intensité ou la répétition de l'objet ou de l'événement. En grande partie, ce sont les déterminants provenant du sujet qui influencent la façon dont le cerveau sélectionne les informations en provenance du milieu. Il s'agit notamment des besoins et des intérêts, des habitudes, des attitudes, etc. Effort et fatigue. Effort. L'effort est une expérience intime, immédiate d'un sujet qui dépend de sa capacité réactionnelle, potentiel réactionnel, et des exigences de la situation à affronter. L'effort peut se présenter sous diverses modalités. L'effort moteur, l'effort dans le domaine perspective, l'effort dans le domaine psychique. L'effort moteur, lorsque la mobilisation de la force musculaire dépasse un certain niveau. L'effort dans le domaine perspective, par exemple, fixer son attention sur un stimulus pendant une longue période. L'effort dans le domaine psychique, effort lié aux opérations mentales. Fatigue. La fatigue est un état de l'organisme qui se produit quand la mobilisation énergétique dépasse ses capacités de réparation immédiate, c'est-à-dire elle apparaît souvent à la suite de l'effort. Il peut se définir selon des critères objectifs, diminution du rendement, des critères subjectifs, impression de fatigue, et des critères physiologiques. On peut étudier la fatigue à 3 niveaux correspondant aux variétés de la fatigue. La fatigue cellulaire, la fatigue musculaire. La fatigue cellulaire, intoxication de la cellule découlant de son incapacité d'éliminer ses déchets métaboliques et entraînant une diminution de son niveau de fonctionnement. La fatigue musculaire, beaucoup plus difficile à mettre en exergue, mais se traduisant par une réaction de l'ensemble de l'organisme, surtout par des modifications fonctionnelles, baisse de rendement. L'activité volontaire. La volonté est une force que nous possédons et qui nous permet de vaincre nos passions. Pour qu'il y ait un acte volontaire, il faut l'existence dans la conscience d'un choix entre des alternatives ayant des valeurs différentes. En d'autres termes, la volonté, c'est le pouvoir qu'a la conscience de déclencher ou de suspendre une réaction. C'est également la capacité de faire effectuer des actes réfléchis à la nature humaine. L'acte volontaire nécessite une dépense énergétique considérable, une tension psychologique élevée et suppose un niveau de conscience suffisant. L'atteinte du système nerveux perturbe l'acte volontaire. Forme inférieure de l'acte volontaire. Avant de décrire l'activité volontaire proprement dite, il convient de signaler que dans l'extériorisation des états de conscience, la vie mentale présente plusieurs formes d'activité selon les niveaux de conscience. Il s'agit de le mouvement spontané réalisé par simple besoin de dépenser une certaine qualité d'énergie, c'est la forme la plus élémentaire. Les mouvements réflexes, qui sont de simples contractions musculaires automatiques et immédiates déclenchées en réponse à une excitation extérieure et qui exprime une adaptation de l'individu à son milieu. Les mouvements instinctifs, qui sont de véritables enchaînements d'actes dont le déroulement est accompagné plus ou moins de conscience. Cependant, l'acte instinctif manque d'intention finale, de vision du but poursuivi. Les mouvements organisés par l'entraînement, qui sont des mouvements automatiques acquis, habitudes. Les mouvements idéomoteurs observés pour une grande part dans notre activité normale, par exemple les mouvements imitatifs. Caractéristiques de l'acte volontaire. L'acte volontaire est au préalable pensé, réfléchi, raisonné par opposition à l'acte impulsif, considéré comme une réaction automatique à un stimulus. L'acte impulsif ne suppose pas au préalable une délibération de la pensée consciente, mais il est une réponse immédiate aux mobiles comme l'attraction ou répulsion volontaire, la passion, l'émotion
le préjugé, la croyance, etc. Au contraire, dans l'acte volontaire, la pensée qui en entrevient, elle permet d'éviter les éléments perturbateurs que sont les mobiles impulsifs. En cas de volonté libre et forte, la délibération aboutit à des conclusions fermes, à savoir la décision de l'exécution. Mais lorsque la volonté est défaillante, il n'y a pas de décision, mais prolongation du débat avec des arguments pour ou contre. En conclusion, l'acte volontaire est une véritable création individuelle parce qu'il y a affirmation de soi, intervention de la personnalité. État de conscience. Conscience, c'est vigilance. Le vocal conscience désigne une connaissance qui accompagne nos impressions et nos actions. Elle est une propriété de certains états de fonctionnement de l'organisme. Traditionnellement, on reconnaît deux états de conscience propres à tous les individus. La conscience vigile ou état d'éveil ou de vigilance. Par exemple, l'anesthésie chirurgicale, le coma, etc. وكذلك الصور الذهنية مثل السياسة، الدبلوماسية، الثقافة، التطور، العلم، فإننا ما كنا لنجد هذه الصور في أذهاننا لولا هذه الكلمات. إننا نقول أمس وغد، ورجل شهم ورجل نذل، وحنان الأم وعقوق الابن، وجميع هذه المعاني نفقدها لولا هذه الكلمات التي تعينها وتربط أذهاننا بها. بل إن للكلمات أكثر من التعيين والربط، إذ هي تصوغ وتكيف، بل هي تستحدث في نفوسنا عواطف وعادات عاطفية ما كنا نجدها لولاها. فإن كتاب القصص عندنا قد جعلوا عاطفة الحب شيئا مألوفا، بل هم صاغوا الأسلوب الحب، وذلك مما ألفوا من هذه القصص التي شرحوا فيها بكلمات معينة هذا الأسلوب. وقد نعترض بأن الحب كان موجودا من تأليف القصص، وهذا صحيح، وإن يكون وجوده وقتئذ شيئا يكاد يكون شاذا مخجلا. وكلمة الحب كانت من كلماتنا قبل تأليف القصص العصرية، ولكن الكلمة شاعت في أيامنا وأثارت عاطفة كانت راكدة كاملة، كما عينت لنا هذه القصص صيغة الحب، كيف يكون وكيف يسلك المحبان. وقد سبق لي أن قلت إن كلمة الدم والعرض والثأر قد عينت أسلوبا من الاغتيال والقتل في بعض مديريات الصعيد الأعلى، وإن جرائم القتل والاغتيال هذه كان يمكن أن تنقص بل تزول لو أن هذه الكلمات كانت قد محيت من لغة السكان في قنا وسوهاج. وهناك من يزعمون أن اللغة مرآة للأفكار، ولأن الواقع أنها أكبر وأخطر من ذلك، إذ هي من ناحية صياغة للأفكار، وهي من ناحية أخرى تفسير للأفكار. فكلمة الحب الآن تفسر عاطفة كانت موجودة قبل 100 أو 1000 سنة في مصر، ولكن التفسير تغير، ولذلك تغير أسلوب الحب. والفضل في هذا لكتاب القصص، أسلوبنا في التفكير وفي صميمه أسلوبنا في التعبير، لأننا لا نستطيع أن نفكر بأكثر مما تعطينا الكلمة من معاني، وعلى قدر النقص في معاني الكلمات يكون النقص في تفكيرنا. كيف نفكر؟ عندما نتأمل طفلا لم يتعلم اللغة بعد، نجد أنه يعبر أن يفكر بأصوات وحركات نفهم منها حالته، فنسمع صوتا يدل على حركة في حنجرته، ونجد تعبيرا في وجهه ورفاسة من قدميه وإشارات بيديه. هذه هي لغتنا الأولى، هذا هو تفكيرنا الأول. فإذا كبرنا تكلمنا أي اقتصرنا على حركة الحنجرة واللسان، وتركنا حركات الأيدي والأقدام، ولكن حركاتنا اللغوية هذه نتعلمها من الكبار ولا نخترعها. ولذلك على قدر ما في الكلمات التي ننطق بها بحركة اللسان والحنجرة يكون تفكيرنا. وبهذه الحركات بهذه الكلمات قد أصبحت لنا ثقافة، أي نحو 10,000 أو 20,000 كلمة حركة بالحنجرة واللسان صرنا نفهم بها الدنيا والحياة. ولكن هذه الكلمات أيضا قد حبستنا في نطاق لا نخرج منه، إذ صاغت لنا الفكرة وبعثت لنا العاطفة وكيفت الاثنتين. ولذلك قال وبتششتين حدود لغته هي حدود عالمي. أنا أتكلم لثلاث غايات: الأولى أن أتفاهم مع الآخرين بالحديث، الثانية أن أتفاهم مع نفسي حين أخلو وأقول إني أفكر، والحقيقة أنني أستطيع الكلمات التي تبين تفكيري وتصوغ إحساسي. والغاية الثالثة هي أن اللغة تعين موقفي من الناس والأشياء والدنيا والكون، وهي هنا فلسفة وعلم وأدب وفلكيات وطبيعيات إلى آخره. واللغة هنا تزيد وجدان، أي كيف أجد نفسي في كل هذه الأشياء، أي كيف يزداد وجودي في إحساسي وفكري وتعقلي. إن جوليان هيكسلي يقول:
إن تطور الإنسان قد وقف بسبب اللغة، ويكاد يكون صادقا ذلك أن الزواحف حين شرع بعضها يجلب الرطوبة في الهواء كي يأكل الفراش الطائر صار جلدها حول أجسامها ينبت ريشا فصارت طيورا، ولكننا نحن لن نطير لأننا بما عندنا من ثقافة أي كلمات قد عرفنا كيف نطير بالحديد والنار. فالثقافة البشرية أي اللغة البشرية قد قامت مقام التطور العضوي في أجسامنا، فلن تكون لنا أجنحة وكذلك لن نستطيع الإقامة في البحار كما فعلت القياطس والسلاحف بأنواعها، لأننا بثقافتنا الخاصة بصنع السفن قد استغنينا عن ذلك. فالارتقاء الثقافي أي اللغوي قد عاق وسوف يعوق التطور العضوي، ولكني أعتقد مع ذلك أن كبر المخ في الإنسان يعود إلى اللغة، لأن هذا العضو احتاج إلى أن يكبر كي يحتفظ بالصور العديدة التي أوجدتها الكلمات. فالتطور الجسمي قد أوقف، ولكن التطور المخي لن يقف. من أحسن ما في سارتر صاحب الوجودية عنايته باللغة ومواصلة البحث في ممكناتها، فهو يقول إن صناعة الكاتب هي الكلمات أي الأفكار، وهو أيضا يقول أنا لا أثق بما لم يمكن التعبير عنه، ويعني أننا ما دمنا نعجز عن التعبير فإننا نعجز عن التفكير. ولكن أحسن ما قاله سارتر عن اللغة هو هذه الكلمة التالية التي أضعها أنا في صيغة السؤال: هل نحن نتغير ثم نجر اللغة خلفنا ونغيرها، أم إننا نحس وجدانا لغويا جديدا يجعلنا نرى الدنيا على غير ما كانت عليه قبلا فنتغير؟ واعتقادي أن هذا هو سؤال القرن العشرين في الفلسفة، وإجابتي عليه وهي إجابة تجريبية وقتية هي أن التفاعل اللغوي بين مؤلفين عديدين يضفي على الكلمات القديمة معاني جديدة، ثم تعود هذه الكلمات بمعانيها الجديدة فتحدث طرازا جديدة في الفكر والعاطفة، فيكون التجدد الاجتماعي أو الثقافي. وبكلمة أخرى نحن نجر اللغة وهي أيضا تجرنا، ولكن إذا سلمنا بهذا فإننا نحتاج إلى أن نعالج حياتنا ومجتمعنا وفلسفتنا وأخلاقنا من الكلمات المريضة التي تحدث لنا طرازا مريضة من الأخلاق والاجتماع والحياة والفلسفة. اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية. أعتقد أن أعظم ما سوف يشغل الفلاسفة في السنين القريبة القادمة هو اللغة، وأن الكتب ستؤلف بالمئات عن قيمة الكلمة في الأخلاق والتوجيه الاجتماعي والتفكير المنظم. وأعتقد أيضا أن تطورنا القادم الذي سوف نسيطر عليه ولا نتركه للطبيعة سيتناول اللغة باعتبارها الوسط الاجتماعي الأول والأخطر في حياة الإنسان، وأن الوقت ليس بعيدا حين تسن الحكومات قوانين تلغي بها بعض الكلمات التي تبعث على الجريمة والزيغ الأخلاقي باعتبار أن هذه الكلمات هي علة الجريمة والزيغ. وقد التفت السيكولوجيون إلى اللغة، ولكنهم لم يستوفوا كل ما فيها من خطورات اجتماعية وذهنية وأخلاقية. وأنا هنا أومئ أكثر مما أعبر، وذلك كيف أستوعب في إيجاز بدلا من أن أتخصص في إسهاب. وأول ما أومئ إليه أن الأستاذ محمود تيمور ألف دراما بلغتين، إحداهما العربية الفصحى والثانية دراما بلغتين، إحداهما العربية الفصحى والثانية العربية العامية، وجمعهما في مجلد واحد كما لو كانت إحداهما ترجمة للأخرى. وهو بهذا العمل قد كشف عن مرض اجتماعي أصيل في بيئتنا العربية، لأن كلمات اللغة أفكار، وحين تكون لنا كلمتان فإن معنى هذا أن لنا فكرتين، أي إن لنا طبقتين لكل منهما أفكارها وأخلاقها وأسلوب عيشها، وهذا دمار في مجتمعنا، ويجب أن نحاكم المسؤولين عن هذا الدمار الفكري والأخلاقي والاجتماعي، كما يجب أن نبادر بعلاجه. والمسؤولون هنا هم أولئك الذين لا يزالون ينأون عن الشعب ويربؤون بالأدب أن يكون شعبيا، لأن الشعب عندهم هو العامة وهم من الخاصة، فيجب أن تكون لهم لغة الخاصة لهم لغة خاصة، وأن يكون للشعب لغة العامة. نحن المصريين عند هؤلاء أمتان: أمة متعلمة تتذوق الآداب والفنون ولها لغة راقية تؤدي التعبير عنها، وأمة أخرى جاهلة جافة لا تتذوق الآداب والفنون، ويجب لذلك أن نكتب لها. إذا كتبنا بلغتنا العامية الجاهلة الجافة فأي منطق هذا يا ناس؟ وفي أي بلد غير مصر توجد مثل هذه الظاهرة؟ أليس الأحرى بالأديب أن يكتب بالكلمة السهلة والأسلوب الميسر
اللذين يفهمهما الشعب. أوليس هدف الديمقراطية في الحكم يجب أن يقابله هدف الأدب في الديمقراطية في الأدب؟ إن حكومتنا تسن قوانينها بلغة واحدة للشعب كله، وهي لم ترى حاجة قط لأن تترجمها إلى اللغة العامية كما فعل الأستاذ تيمور في قصته. فلماذا لا نكتب بلغة ميسرة مفهومة للشعب كله؟ إننا في داء، فلن نسأل من هم أصل الداء ونحاكمهم ثم يكون الدواء. جاء في مجلة التربية الحديثة التي تصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذه الكلمة المنيرة: أول هذه التطورات هو التحول من اعتبار النفس البشرية مخلوقا مستقلا منفصلا منعزلا إلى اعتباره كائنا اجتماعيا قد كونته صلته الاجتماعية وخصته بهذه الوظيفة. والثاني هو التحول من اعتباره كائنا ثابتا تام التكوين إلى اعتباره كائنا ينمو ويتحرك ويتفاعل ويتطور. والثالث هو التحول من النظرة الساذجة التي تعتبر اللغة وسيلة مستقلة لنقل المعاني إلى اعتباره وظيفة من وظائف التكوين والتفاعل الاجتماعي. ولو كنت وزيرا للمعارف لأصدرت أمرا يوميا لجميع المعلمين في مصر بهذه الكلمات العظيمة التي كتبتها هذه المجلة: ليس الإنسان مستقلا كما يقول سارتر، وإنما هو مكون ومؤلف بصلاته الاجتماعية. الإنسان ليس كائنا ثابتا، وإنما هو متطور متفاعل. ليست اللغة لنقل المعاني فقط، وإنما هي أيضا للتفاعل الاجتماعي. كما نستعمل نحن الكلمات ونتسلط عليها، كذلك الكلمات تستعملنا وتتسلط علينا، بل هي تستعملنا أكثر مما نستعملها نحن. نحن لا نفكر بالأفكار، وإنما نفكر بالكلمات، ونحن لا نخترع كلمات اللغة بل نرثها من مجتمعنا، ونحن مقيدون في تفكيرنا وموجهون بما تحمل هذه الكلمات من معاني. وصحيح أننا أحيانا نخترع الكلمات كما هو الشأن في العلوم والفنون، ولكن هذا قليل جدا بالمقارنة إلى ما نرثه. ثم نحن نخترع الكلمات لنعين بها ونوضح بها المعاني المضطربة في أذهاننا، لأن الفكرة تبقى مضطربة غامضة مشتبهة حتى نصوغها في كلمة فتتعين لها حدود ويتضح لها معنى. ولن يستطيع أحد أن يفكر بلا كلمات إلا إذا استعان على ذلك بعلامات الخرس. ولذلك يسمى علم اللغة الجديد علم العلامات، أي السيميائية، لأن كلمة سيما تعني علامة. لقد كبرت عقولنا باللغة بالكلمات. والفرق الأساسي بيننا وبين الشمبانزي أليس أن مخنا أكبر من مخه، بل لأننا ننطق ولنا لغة، وهو أخرس ليست له لغة. بل أعتقد أن مخنا أكبر من أمخاخ الشمبانزي وغيره من الحيوانات، لأن لنا لغة وليست لها لغة. المخ البشري كبير نتيجة اللغة وليس العكس. فكما أن عنق الجمل طالت كي يصل إلى العشب، كذلك كبر مخنا كي يحتوي المعاني الكلمات، كي يحتوي معاني الكلمات. إذ ما الذي كان يبعث على كبر المخ في الإنسان سوى حاجته إلى استيعاب وتسجيل وتقريب المعاني؟ الوظيفة تسبق العضو. وظيفة التعبير اللغة أوجدت المخ، وتطورنا القادم سوف يكون لغويا مخيا، أي إن المخ سيكبر. اللغة أعظم أدواتنا الاجتماعية، وهي أخطر في حياتنا من جميع المؤسسات الأخرى مثل العائلة أو الدولة أو القوة المادية أو أي شيء آخر. بل ماذا أقول؟ إن جميع هذه الأشياء، العائلة والدولة والقوة المادية، هي ثمرة لغتي. لقد اخترعنا كلمات العائلة والبرلمان والمجتمع كي نوجد الأفكار التي تدل عليها. كيف نعالج هذه الأحوال؟ للأطباء النفسيين علاجان: أحدهما سريع سطحي، وهو التنويم النفسي الذي لا يزيد على أن يكون إيحاء مركزا، كأن نوحي للمريض الخائف بأنه ليس خائفا، أي إنه شجاع جريء. والنتيجة هنا سريعة لكنها غير ثابتة، إذ قد يعود هذا الخوف كما كان أو بصورة أخرى. والعلاج الثاني هو التحليل النفسي، وهو أسلوب بطيء النتيجة، ولكن الشفاء يثبت
وهو يستهلك من الوقت والمال شيئا كثيرا، ولذلك لا يستطيعه سوى الأثرياء أو المتوسطين الميسورين. والنظرية التي يقوم عليها التحليل النفسي أن هناك عواطف مختبئة أو مكظومة لا يعرفها المريض. نفسه، وأننا نستطيع أن نثيرها بالحديث معه حتى يتذكرها ويعرف أسبابها وظروفها. وهو متى عرف الأسباب والظروف شفي، لأنه يسلط عقله على ما كان قد نسيه من هذه العواطف والإحساسات والانفعالات. وعندي أن لكلمة اللغة أكبر قيمة في التحليل النفسي، لأننا نرفع بها المريض إلى مستوى جديد من الحكمة والفلسفة ونكسبه بصيرة في الحياة، بل نحن أحيانا نجعله يقف موقفا جديدا من الحياة فنغير شخصيته ونكاد نحيله إنسانا آخر غير ما كان يعرف به نفسه. التحليل النفسي هو كيف نجعل المريض يعالج نفسه بعد أن عرف داءه الدفين، كيف نجعله حكيما يجابه صعوبات الدنيا في ضوء ما لقيه من صعوبات الطفولة ثم صعوبات المجتمع كما لو كان فيلسوفا. وإذا من هو الشخص الجدير بمعالجة الأمراض النفسية؟ إن كل ما نسميه مرضا نفسيا إنما يعود إلى تغيرات داخل أجسامنا، أي إلى مادة، ولكننا نجهل هذه التغيرات في الوقت الحاضر كما نجهل الأسباب الجسمية لها، واعتقادي أن هذه الأسباب سوف تعرف بعد 20 أو 30 سنة، بل نحن نبصر من الآن بعض هذه الأسباب. فإن صدمة الخوف قد تحدث التهابات في الجلد أو قرحة في القناة الهضمية أو إسهالا حادا أو مرض السكري أو ضغطا عاليا في الدم. ومعنى هذا أن هناك كيمياء يعرفها الجسم وقت المرض النفسي، وعندما نفهم هذه الكيمياء سنفهم أيضا حركة النفس في الجسم. ولكن إلى أن نصل إلى هذه التفسيرات الجسمية نحتاج إلى العلاجات النفسية، أي التنويم النفسي والتحليل النفسي ثم التأليف النفسي. وأقل ما يقال هنا أننا وجدنا الشفاء عند استعمالها. إن الأمراض النفسية والعقلية إنما تنشأ من العلاقات العائلية في السنوات 4 أو 5 الأولى من أعمارنا، أي كيف عاملنا أبوانا وإخواننا والخدم، وماذا كانت إحساساتنا وانفعالاتنا نحوهم، وهل وجدنا عندهم الحب أو الكراهية والعناية أو الإهمال والطمأنينة أو الخوف. فإن كل هذه العواطف سيتردد صداها بعد 20 أو 30 سنة أو أكثر. والأمراض النفسية تنشأ أيضا من علاقاتنا الاجتماعية، أي مقدار الطموح الذي يبعثنا عن السعي، ومقدار الكظوم التي نلقاها للتأخر في الزواج والتخلف عن النجاح، وما هي الاصطدامات الاجتماعية التي تصادفنا إلى آخره. إن المرض النفسي أو العقلي هو مرض العلاقات العائلية والاجتماعية، ويمكن لذلك أن نسمي الأمراض النفسية أمراضا اجتماعية. أما المرض الجسمي فهو مرض البكتيريا والفيروس ونقص الفيتامينات والأملاح. قد يقول لي هنا أحد أطباء الأجسام: لا تنسى الغدد الصماء. نعم، لا أنساها، ولكننا لا نعرف عنها كثيرا، وقصارى ما وصلنا إليه أننا خدشنا سطوحها. وإلى أن نعرفها سيبقى التنويم والتحليل معتمدين الوحيدين في علاج النفوس المشبوهة. وإذا من يمارس الطب النفسي؟ يمارسه أي إنسان قد درس الطب النفسي، ولا عبرة بأن يكون قد درس قبل ذلك طب الأجسام أو علم الاجتماع أو الفلسفة أو الآداب، فإنه يجب قبل كل شيء أن يكون قد درس علم النفس، أي السيكولوجيا، واختص منها بفرع العلاج النفسي. وفرويد نفسه هو أبو التحليل النفسي، هو الذي أوصانا بذلك. وأطباء النفس في الولايات المتحدة قد يكونون أطباء جسم أو لا يكونون، وكذلك الحال في إنجلترا. ولكن يجب وجوبا قاطعا على من يعالج بالتحليل أو التنويم أن يكون على دراية وعلم بفنه. وإذا كنا نخشى أن يتفشى بيننا الدجالون، فإن من السهل أن نتوقع ذلك بأن نطالب جامعاتنا
بتخصيص دراسات للمعالجة النفسية. يحصل دارسوها بعد المدة المقررة للدراسة على دبلومات ترخص لهم هذه المعالجة.